maintenant, c'est M. Olivier Galland qui va prendre la suite. Il est sociologue au CNRS, spécialiste des questions des jeunes. Donc vous avez effectivement toute une bibliographie qu'il a réalisée sur ce thème. Et il est entre autres co-auteur de La machine à plier, comment la France divise sa jeunesse. Et il a dirigé aussi un ouvrage, Une jeunesse différente, les valeurs des jeunes français depuis 30 ans. Alors, il va nous parler, donc, de comment devenir adulte, les parcours diversifiés des jeunes vers l'indépendance financière. Merci. Vers l'indépendance financière, en partie, mais pas seulement. Voilà, parce qu'en fait, M. Guillon, lorsqu'il m'a très gentiment invité, bonjour d'abord, m'a demandé si je pouvais intervenir sur la question des jeunes et de l'argent, puisque c'est le thème, l'argent en tous les cas, est le thème du colloque. Et je lui ai dit, c'est difficile d'intervenir sur ce thème des jeunes et de l'argent, parce qu'en fait, les informations sur ce sujet sont finalement assez fragmentaires. On n'a pas beaucoup d'études. Alors probablement que les cabinets d'études qui font des études de marché, notamment pour les marques qui vendent aux jeunes, ces cabinets ont probablement beaucoup d'informations. Donc peut-être il aurait été mieux de faire intervenir, plutôt qu'un sociologue du CNRS, quelqu'un du privé de ces cabinets d'études. Je pense qu'ils ont beaucoup d'informations là-dessus, parce que c'est une clientèle qui les intéresse. Mais la statistique publique, elle, est assez pauvre sur ce sujet, parce que d'abord, la statistique publique, vous savez, elle interroge des ménages. Elle interroge des ménages, et dans les ménages, on interroge d'abord le chef du ménage, et puis les revenus du ménage sont agrégés. Donc les jeunes qui sont dans des ménages, finalement, on ne sait pas trop de choses sur leurs ressources, sur leurs dépenses spécifiques en tant que jeunes. Il y a quelques enquêtes ponctuelles, d'ailleurs j'en parlerai de quelques-unes, enfin c'est quand même assez fragmentaire. Alors d'ailleurs, ça pose évidemment un problème d'ailleurs aux politiques publiques, parce que c'est évidemment une question très importante de savoir quelles sont les ressources des jeunes, quels sont leurs problèmes financiers, comment les parents les aident ou les aident pas, etc. Et donc l'adresse est en train de réaliser une grande enquête sur ce sujet, sur les ressources des jeunes, voilà, qui est sur le terrain. Donc, en fait, il aurait mieux valu que je vienne dans un an ou deux pour parler des résultats de cette enquête. Mais, bon, c'est pas possible. Alors, on a pris le sujet de façon un peu plus large, en essayant de voir quels sont finalement les parcours des jeunes vers l'indépendance. Évidemment, il y a un aspect dans ces parcours, il y a forcément un aspect matériel. Mais pas seulement. D'ailleurs, il ne faut pas, justement, je pense qu'il est important de ne pas, si vous voulez, dissocier l'aspect purement matériel de tous les autres aspects qui conditionnent la réussite de l'entrée dans la vie adulte des jeunes, et ces aspects sont très divers, comme on le voit. Alors, j'avais commencé par faire un peu de pub, mais M. Guillon l'a déjà fait pour moi, donc il a parlé de La machine à trier, là, et il y a aussi un autre petit livre. En plus, il parle en jeunesse, en 30 questions. En plus, il n'est pas cher du tout. Et alors, c'est un petit livre qui répond un peu à toutes les... Enfin, à toutes. Disons à 30, en tous les cas, à 30 questions qu'on se pose habituellement sur les jeunes. Voilà. Est-ce que les jeunes réussissent à l'école ou non? Est-ce que les jeunes sont délinquants? Est-ce que les jeunes votent? Est-ce qu'il y a un conflit de génération? Etc. Et donc, pour chacune de ces questions, il y a un petit texte sur une page et puis des données sur l'autre page. Donc chacune des questions est traitée de manière très synthétique en 2 pages. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Alors d'abord, peut-être quand même avec un petit mot de définition, parce qu'au fond, lorsqu'on parle des jeunes, on se dit toujours « Ah ouais, mais c'est quoi les jeunes ?» Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit, la jeunesse? C'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Alors, il y a des catégories statistiques, hein, évidemment, les 16-25 ans, mais bon, on se dit c'est un peu arbitraire. Hein. Pourquoi la jeunesse commencerait à 16 ans et se terminerait à 25, et pas 26, 27 ou 28? Bon. Donc, c'est une question sociologique, et Pierre Bourdieu, le célèbre sociologue dont vous avez sûrement entendu parler,
lui avait traité la chose de manière assez lapidaire en disant bon, la jeunesse n'est qu'un mot, ça veut dire au fond la jeunesse c'est un peu une illusion, la jeunesse ça n'existe pas. Pourquoi disait-il ça? Parce qu'il disait ben, au fond la jeunesse c'est pas du tout une catégorie homogène socialement. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un jeune paysan, un jeune ouvrier et un jeune bourgeois? En réalité il n'y a rien de commun et ces jeunes-là sont déterminés par leur origine sociale. Alors c'est un peu vrai, mais en même temps c'est pas tout à fait vrai, parce que même des jeunes de différents milieux sociaux, ils passent tous quand même par un certain nombre d'étapes qui les mènent de l'enfance à l'âge adulte. Et donc il y a un vrai sujet, si vous voulez, sociologique, c'est d'examiner comment les jeunes franchissent toutes ces étapes. Et au fond, la jeunesse, c'est ça, c'est cet âge de franchissement de ces étapes, alors qui se fait on peut dire qu'il se fait en gros sur deux axes, hein. Un axe qui va mener de l'école au travail, et puis un axe qui est un axe plutôt familial et résidentiel, qui va mener de sa famille d'origine à la famille que le jeune va lui-même créer. Voilà. Évidemment, sur ces axes, il y a des seuils qui sont très importants, la fin de l'école, le début du travail, le départ de chez les parents, la formation d'un couple, l'emménagement dans un logement, la naissance d'un premier enfant. Voilà. Et la jeunesse, au fond, c'est la période qui se situe autour, qui englobe un peu ces différents seuils. Alors autrefois, c'était très simple, parce que ces seuils, ils étaient à peu près tous franchis au même âge. Voilà. Donc au fond, c'était assez simple, on passait très vite de la jeunesse à l'âge adulte, parce que disons dans les années 50, quand on avait fini l'école, pour les garçons on faisait le service militaire, ça c'était un rite de passage, hein, très fort, qui n'existe plus, et puis après très vite on avait un travail, on quittait ses parents, on fondait une famille, on avait un enfant, voilà, et la jeunesse était éternelle. Alors maintenant c'est beaucoup plus compliqué, parce que non seulement ces seuils sont franchis beaucoup plus tard, mais maintenant en plus ils ne sont pas tous franchis au même âge. Alors c'est compliqué, et on ne sait plus très bien ce que veut dire la jeunesse, ou plutôt, elle se décompose en différentes phases qui toutes appartiennent plus ou moins à la jeunesse, mais de façon différente. Alors pour le montrer, on peut examiner, si vous voulez, rapidement ce petit graphique qui montre les différentes phases de la jeunesse. En fait, en gros, on peut dire qu'il y a trois phases de la jeunesse. L'adolescence, la post-adolescence, et ce qu'on pourrait appeler les jeunes adultes. Alors, ces phases, au fond, différentes de la jeunesse, elles sont une combinaison de deux notions un peu différentes qu'on pourrait appeler l'autonomie et l'indépendance. Alors, l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est le fait de disposer d'une certaine liberté dans l'organisation de sa vie personnelle. Par exemple, choisir ses amis. Par exemple, choisir ses goûts culturels, choisir sa façon de s'habiller. Voilà. Voilà. Et ce qui se passe effectivement, c'est que les jeunes aujourd'hui, de plus en plus tôt, ont un champ d'autonomie beaucoup plus large qu'autrefois dans certains domaines de leur vie. Par exemple, les jeunes aujourd'hui, ils choisissent leurs amis tout à fait librement. Ils les fréquentent sans demander l'autorisation aux parents. Et évidemment, ça c'est très différent de ce qui se passait autrefois, et les nouveaux moyens de communication, vous connaissez bien, Internet, les réseaux sociaux, etc., les portables, ont évidemment amplifié ce phénomène. Autrefois, moi dans ma génération, quand un ami m'appelait à la maison, c'était les parents qui décrochaient. Bon, voilà. Évidemment, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, les adolescents, ou même les préadolescents, communiquent sans contrainte et sans aucun contrôle des parents avec leurs amis. Et bien souvent, même, les portables fonctionnent de la nuit sous les draps. Bon. Alors, voilà. Et ça, donc, c'est un peu c'est l'adolescence qui a acquis, si vous voulez, cette nouvelle autonomie relationnelle. On peut appeler ça une autonomie relationnelle, qui est aussi une autonomie de goût et de disposition. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a tout un marché de l'adolescence, parce que c'est aussi un âge où la culture de l'apparence a énormément d'importance.
Alors ensuite, on a une seconde phase, c'est les post-adolescents. Alors le cas type un peu des post-adolescents, c'est les étudiants. Parce que les étudiants, non seulement ils ont évidemment encore plus que les adolescents cette autonomie culturelle et relationnelle, mais en plus ils commencent à accéder à certains attributs de l'indépendance. Certains seulement. Bon, ça veut dire que les adolescents, de plus en plus souvent, vivent aujourd'hui dans un logement différent de celui de leurs parents. 60% aujourd'hui des étudiants vivent dans un logement différent de celui de leurs parents. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants économiquement, bien sûr, parce que le plus souvent, ces logements sont payés pour tout ou partie par les parents. En tous les cas, les parents aident beaucoup à les financer. Puis vous le savez, pour les étudiants, il y a les aides au logement qui sont distribuées à peu près à tous les étudiants sans condition de ressources des parents. Alors parmi ces post-adolescents, il y a une catégorie un peu différente, même très différente, c'est ce que j'ai appelé les post-adolescents précaires. Ce sont donc des jeunes qui ont fini leurs études, qui commencent leur vie active, mais avec beaucoup de difficultés, parce que généralement ils ont très peu de diplômes ou pas de diplôme du tout. Et ces post-adolescents précaires, ceux-là, ils sont généralement contraints de rester chez leurs parents. Alors c'est pas du tout des Tanguy. Vous savez, vous avez peut-être vu le film Tanguy, vous avez entendu parler, qui décrit comme ça une sorte de jeunesse totalement irresponsable qui prolonge la vie commune avec les parents. Mais moi, en tant que sociologue, je dis Tanguy n'existe pas. Alors bien sûr, on peut toujours en rencontrer ici ou là, mais en fait, c'est pas un phénomène social important. En fait, les jeunes, ils ont toujours l'envie très forte, chevillée au corps, de quitter leurs parents dès qu'ils le peuvent. Ils ont envie d'être autonomes, d'être indépendants. Donc cette espèce de vision de la jeunesse irresponsable, en fait, c'est un mythe. Voilà. Alors, ensuite, on a une troisième phase, qui est aussi tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait après-guerre, c'est la phase jeune adulte. Alors, pourquoi elle est différente? Parce que là, ce sont des jeunes, si vous voulez, qui ont acquis leur indépendance économique, qui ont un emploi stable, des revenus, un logement, mais qui repoussent le moment des étapes familiales. C'est-à-dire qu'ils repoussent soit le moment de vivre en couple, alors vous savez que de plus en plus de jeunes vivent seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément isolés, hein. Ils peuvent avoir beaucoup de relations sociales, beaucoup d'amis, mais ils vivent seuls dans un logement, ils repoussent le moment de vivre en couple, ce qui est tout à fait nouveau par rapport aux générations d'après-guerre, où dès qu'on avait des ressources, on se mettait en couple. Et puis, plus encore, ils repoussent le moment d'avoir un premier enfant. Vous savez que l'âge médian du premier enfant, aujourd'hui, ça doit être autour de 29-30 ans. Voilà. Alors pourquoi ils font ça? Il y a deux raisons. D'abord, il y a une raison qui est que la jeunesse c'est pas une période aussi moche qu'on nous dit partout dans les médias et à longueur de journée. Il y a quand même un plaisir à être jeune. D'ailleurs, je vois dans la salle là, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont jeunes, et je pense qu'ils ne vont pas me mentir quand même, c'est pas qu'horrible d'être jeune. Il y a aussi certains agréments. On sort, on a des amis, on a une certaine liberté, même si on est contraint évidemment par des ressources limitées. Et donc, les jeunes, ils veulent profiter de la jeunesse finalement. Et donc, ils repoussent un peu le moment d'avoir un enfant, notamment. Parce qu'avoir un enfant, là, c'est quand même autre chose. On s'engage là dans des responsabilités irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière. Quand on a un enfant, voilà. Et évidemment, ça a un impact très fort sur le mode de vie. On perd une certaine forme de liberté. Alors, je ne veux pas vous dissuader d'avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, il se trouve que les jeunes Français vont peut-être pas si mal qu'on le dit, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, finalement. Vous savez que le taux de fécondité en France est un des plus élevés en Europe. C'est quand même un petit indicateur d'optimisme. Et enfin, voilà, il repousse le moment d'avoir un enfant. Puis il y a une seconde raison aussi, c'est qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Et les jeunes femmes font des études aussi longues que les hommes.
Et donc, autrefois, on avait un modèle très différent, qui était un modèle de rôle sexué asymétrique. Hein, c'est-à-dire que l'homme était l'apporteur de ressources, et puis la femme, elle était souvent femme au foyer, elle s'occupait du foyer et des enfants, ce qui fait que l'homme pouvait se consacrer totalement à son travail, et puis, voilà, la femme, elle s'occupait de la maison, elle devait faire le dîner, voilà, et des enfants. Ce qui était finalement assez commode pour l'appariement des couples. Alors c'était simple de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les femmes ont des ambitions professionnelles et donc elles veulent réussir. Et donc pour former un couple, c'est aussi un peu plus compliqué qu'autrefois. Parce que il faut que les itinéraires et les projets professionnels puissent s'accorder. Et c'est parfois un peu plus compliqué que ce n'était le cas dans les générations précédentes. Donc voilà très, très rapidement brossé la façon dont on entre dans la vie adulte. Alors maintenant, quelles sont les grandes tendances structurelles? D'abord, l'allongement des études. Bon, mais ça c'est bien connu, je vais passer assez vite. Je regarde quand même l'heure pour ne pas trop déborder. Je vais mettre ma montre là, voilà. Bon, je passe sur l'allongement des études, c'est bien connu. Cet allongement des études, il s'est fait quand même surtout entre... bon, je montre le graphique, vous voyez, il s'est fait, c'est le taux de scolarisation à différents âges. Vous voyez, donc en rouge en haut, c'est entre 15 et 19 ans. Donc vous voyez qu'au fond, avant 20 ans, dès les années 70, on avait presque les 3/4 des jeunes qui étaient déjà scolarisés. La progression de la scolarisation, elle s'est faite surtout entre 20 et 24 ans, la courbe verte, là, des années 70 au début des années 2000. Et là, on a eu un doublement, vous voyez, dans ces années-là, du taux de scolarisation. Et depuis, on a une certaine stagnation, voire un certain recul du taux de scolarisation, qui tient peut-être au fait que maintenant, les jeunes choisissent des études peut-être plus professionnalisées et un peu plus courtes. Donc ça, c'est évidemment une première tendance. Alors une seconde tendance, mais qui est bien connue, je n'insiste pas trop, c'est évidemment l'évolution du taux du chômage des jeunes. Vous voyez qu'il a beaucoup progressé. Alors je fais quand même un tout petit peu de pédagogie sur cette courbe pour distinguer ce qu'on appelle le taux de chômage et la part du chômage, et pour relativiser un peu l'indicateur taux de chômage. Parce que c'est celui dont on parle habituellement dans la presse et dans les médias. Vous savez, quand on dit un quart des jeunes sont au chômage. En fait, quand on le dit comme ça, c'est faux. Parce que quand on dit un quart des jeunes sont au chômage, on pense intuitivement, c'est-à-dire un jeune sur 4, dans l'ensemble des jeunes, est au chômage. Un jeune sur 4 de 15 à 24 ans est au chômage. En fait, non. Ce n'est pas l'ensemble des jeunes. Le taux de chômage, il porte sur les jeunes qui ont fini leurs études et qui soit sont en emploi, soit cherchent un emploi. C'est ça la définition du taux de chômage. Et or, en France, on l'a vu, les jeunes poursuivent des études de plus en plus longues. Donc le taux de chômage, si vous voulez, il porte sur une base qui est de plus en plus étroite. Alors prenons un cas absurde pour vous expliquer la chose. Imaginons qu'avant 20 ans, il n'y ait plus qu'un seul jeune qui soit actif et que ce jeune soit au chômage. Le taux de chômage serait de 100%. Évidemment, cette statistique n'aurait absolument aucun sens. Donc, il faut un peu relativiser l'indicateur taux de chômage, si vous voulez, et le combiner à la part de chômage. Alors la part de chômage, c'est là, pour le coup, la part du chômage dans l'ensemble de la population jeune. Et là, vous voyez que sur les 15-29 ans, cette part de chômage, elle est autour de 10%. Et qu'elle est finalement assez stable depuis les années 80. Alors évidemment, il n'y a pas que le chômage, il y a aussi le fait que même lorsqu'on trouve un emploi, même lorsque les jeunes trouvent un emploi, le plus souvent maintenant, c'est un emploi à durée déterminée. Bon. Donc voilà, il y a effectivement une montée d'une certaine instabilité professionnelle en début de vie active, vous voyez, qui est bien montrée par cette courbe qui vous donne le pourcentage de jeunes qui sont soit chômeurs, soit qui occupent un emploi temporaire parmi les jeunes qui ont fini leurs études depuis peu de temps, depuis moins de 5 ans. Vous voyez qu'alors en 80, c'était la création du CDD, hein, c'est en 80 que le CDD a créé, et depuis, vous voyez qu'on a eu quand même une explosion de cette précarité de début de vie active, puisque
ce taux de précarité, il a été multiplié par 4 depuis 1975. Alors par contre, il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas eu dans les modalités d'entrée dans la vie adulte, il n'y a pas eu de report du départ de chez les parents. Vous voyez, alors cette courbe, qui est issue de statistiques de l'INED, vous montre les âges, enfin les âges médians. Alors l'âge médian, c'est l'âge qui sépare la population en deux. Quand on dit que l'âge médian de départ chez les parents est de 20 ans, ça veut dire que la moitié des jeunes sont partis avant 20 ans, la moitié des jeunes après 20 ans. Et vous voyez que l'âge médian de départ chez les parents, c'est la courbe rouge, là, il est resté finalement très stable. Depuis, ça c'est les différentes générations, vous voyez, depuis les générations, des générations 1930, 1940, bon, il est resté très stable. Alors pourquoi il est resté stable, cet âge de départ chez les parents? Parce que on a eu un peu deux phénomènes contradictoires, mais qui se sont à peu près annulés. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois une montée de l'instabilité professionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'une partie des jeunes ont dû rester plus longtemps chez leurs parents, mais ça c'était plutôt des jeunes non diplômés, ou peu diplômés, et plutôt des garçons. Alors pourquoi plutôt des garçons? Parce que les filles peu diplômées, elles ont un peu une autre stratégie, peut-être plus ou moins forcée, mais quand même une autre stratégie, c'est de renoncer à exercer une activité professionnelle et de choisir d'entrer dans la vie adulte en se mettant en couple ou en se mariant et en fondant une famille. Contrairement à ce qu'on croit, si vous voulez, cette option, qui est peut-être forcée, je n'en sais rien, mais en tous les cas, elle est choisie par une proportion encore assez importante de jeunes filles faiblement diplômées. Les garçons, eux, ils n'ont pas cette stratégie à leur disposition, et donc ces garçons très peu diplômés, effectivement, ils sont contraints, eux, de rester chez leurs parents. Mais alors, on a un autre phénomène qui contrebalance cette tendance, et qui concerne cette fois les étudiants, et là, au contraire, les étudiants, eux, quittent de plus en plus tôt et de plus en plus souvent leurs parents. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, 60% des étudiants vivent dans un logement différent de celui de leurs parents. Alors ils peuvent le faire, d'abord parce qu'il y a ces aides au logement qui sont distribuées quand même très largement en France, et qui aident quand même beaucoup, qui est une forme d'aide à la jeunesse finalement, une espèce de forme d'aide générale à la jeunesse. Et puis ils sont aussi très aidés, j'y reviendrai tout à l'heure, ils sont extrêmement aidés par leur famille, pour celles qui en ont les moyens évidemment. Mais quand même, les familles d'étudiants sont plus favorisées que les familles de l'ensemble des jeunes actifs, donc ils sont très aidés par leur famille pour accéder à ce logement. Et vous voyez, là, vous avez aussi l'illustration du fait que l'âge de naissance du premier enfant a été repoussé très tard, et que là, on a une progression très, très importante. Un retard très, très important. Alors, bon, quelques éléments de comparaison internationale, je passe rapidement, je ne veux pas trop m'étendre. Ce qui est important de vous dire quand même, c'est ce point-là sur le modèle français de la spécificité, si vous voulez, du modèle français d'entrée dans la vie adulte. En fait, en Europe, pour présenter les choses de façon un peu rapide, on a deux modèles très très différents d'entrée dans la vie adulte. On a le modèle méditerranéen, qui est un modèle d'entrée tardive dans la vie adulte. Vous savez que par exemple les jeunes Italiens restent jusqu'à 30 ans ou plus chez leur maman. Voilà. Et donc ils accumulent des ressources en restant chez leurs parents avant de pouvoir entrer dans la vie adulte. Et là, quand ils le font, ils ne connaissent pas du tout les modes de vie un peu intermédiaires qu'on connaît en France. Ils ne vivent pas seuls, ils ne vivent pas en couple non marié. Non, quand ils quittent les parents, là c'est tout de suite pour se marier et fonder une famille. Donc ça, et c'est un modèle évidemment qui repose donc essentiellement sur l'aide familiale, mais sous une forme d'une cohabitation prolongée avec les parents, avec des aides publiques à la jeunesse qui sont très très faibles. Et puis on a un modèle tout à fait opposé, qui est le modèle nordique, où là, au contraire, on a un modèle culturel d'autonomie précoce. C'est-à-dire tout pousse les jeunes, et c'est profondément inscrit dans les mentalités collectives, tout pousse les jeunes à accéder très tôt à l'autonomie et à quitter très rapidement leurs parents.
c'est dans la culture de ces pays. Et évidemment, ça s'accompagne d'aides publiques à la jeunesse qui sont très, très importantes et qui sont universelles. Par exemple, au Danemark, tout jeune, à partir de 18 ans, est considéré comme quelqu'un d'autonome, comme quelqu'un de détaché de ses parents, et donc, s'il poursuit des études, par exemple, il a le droit, systématiquement, à une bourse, quels que soient les revenus de ses parents, parce qu'on considère qu'il ne fait... Voilà, il est détaché de sa famille. Évidemment, ça favorise une entrée précoce dans la vie. Évidemment, ça coûte cher aussi. Et il est peu probable que la France puisse financer un tel système, même s'il est demandé par les syndicats étudiants. Alors, la France, justement, c'est un modèle un peu intermédiaire entre ces deux-là, si vous voulez. C'est-à-dire, on l'a vu, les jeunes, finalement, quittent assez tôt leurs parents, en moyenne vers 20 ans, mais ce n'est pas pour autant qu'ils accèdent tout de suite à l'indépendance économique, et ils restent pendant de longues années à proximité de leurs parents, et en étant très aidés par leurs parents, à la fois matériellement et affectivement. Les parents français font vraiment des efforts très très importants pour aider ces jeunes adultes à s'installer dans la vie. Et c'est une espèce de roue de secours, si vous voulez, de filet de sécurité pour ces jeunes. Et d'ailleurs, si ça va mal, vraiment, ils peuvent toujours revenir chez leurs parents, et un certain nombre d'entre eux le font. Voilà. Alors c'est un modèle assez efficace finalement, parce que ça permet comme ça de faire une espèce d'apprentissage mesuré et progressif de la vie adulte, avec cette aide familiale et ce filet de sécurité que représente la famille. En même temps, évidemment, la contrepartie un peu négative, c'est que c'est aussi un modèle assez inégalitaire, parce que pour profiter à plein de ce système-là, encore faut-il avoir des parents qui aient les ressources à la fois culturelles et matérielles pour jouer ce rôle, ce qui est évidemment pas le cas de toutes les familles. Alors maintenant, un mot sur la façon dont les jeunes eux-mêmes envisagent cette transition vers l'âge adulte. Alors, finalement, si vous voulez, ces jeunes, ils ont des attentes assez classiques, contrairement à ce qu'on entend parfois. Moi, je dis souvent, les jeunes ne sont pas des extraterrestres, hein, ce sont d'abord des Français, d'ailleurs, parce que lorsqu'on fait des comparaisons internationales et qu'on compare les jeunes et les adultes de différents pays européens et leurs valeurs, par exemple, ben c'est frappant de voir que les jeunes d'un pays ressemblent beaucoup plus aux adultes du même pays qu'aux jeunes des autres pays. Voyez, donc, l'effet national est beaucoup plus fort en réalité que l'effet générationnel. Voilà, donc il y a des cultures nationales qui sont fortes. En tous les cas, en ce qui concerne cette façon d'envisager la transition vers l'âge adulte, les jeunes Français ont des attentes assez classiques. Ils ne rejettent pas du tout le travail, contrairement à ce qu'on a entendu il y a quelques années. Donc voilà, ils veulent un travail d'abord, et ils veulent aussi fonder une famille. Alors, donc ils ne rejettent pas le travail. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont exactement la même conception du travail que les générations passées. Pour les générations d'avant-guerre, le travail, c'était un devoir. C'était une norme absolument intangible. Et parfois, on était conduit même à sacrifier sa vie personnelle au travail. Bon, ça, c'est terminé. Les jeunes veulent préserver leur vie personnelle, préserver leur vie familiale. Voilà, ils ne veulent pas s'investir dans le travail au point de sacrifier tout le reste. Donc ça, c'est un changement. Alors évidemment, avec cette phase de transition précaire qu'on connaît aujourd'hui, il y a une institution qui a pris une importance symbolique et pratique considérable, c'est ce fameux CDI. Tous les jeunes attendent d'accéder à ce fameux CDI. Ça se comprend facilement, parce que accéder au CDI, eh bien, c'est accéder à une certaine stabilité économique qui permet de faire des projets, qui permet de faire des projets de logement, qui permet de faire des projets familiaux, etc. Donc c'est très très important. Mais ces jeunes-là sont très pragmatiques. Ils savent bien que cet accès au CDI ne se fait pas immédiatement.
ils savent bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on finit ses études, eh bien, sauf si on sort de Polytechnique, eh bien, on va connaître effectivement un certain nombre d'emplois temporaires avant de se stabiliser. Et puis il y a quelque chose aussi qui est important et qui ressortait très bien, je crois, d'un documentaire qui est passé récemment là, sur France 2, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui s'appelait Génération Quoi. C'était un très beau documentaire un peu sur les jeunes, et qui montrait bien que, certes, les jeunes cherchent un emploi, mais avant même cela, ils cherchent d'abord à se trouver eux-mêmes et à trouver leur voie. Et c'est plus compliqué qu'autrefois. C'est plus compliqué, pas simplement à cause du chômage, des difficultés économiques, pas simplement à cause de ça. C'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne reproduisent plus simplement ce que faisaient les parents. Voilà. Parce qu'on est dans une société de mobilité sociale, parce que les jeunes poursuivent des études plus longues que leurs parents n'ont pas fait, parce que les systèmes d'emploi et de formation sont beaucoup plus complexes. Bon, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont à construire leur chemin eux-mêmes en tâtonnant, en faisant des expériences, des essais, parfois des erreurs. Voilà. Et donc, devenir adulte, c'est ça, c'est ce tâtonnement, cette phase d'expérimentation au cours de laquelle on va essayer de faire coïncider ses aspirations à un statut d'emploi crédible. Et c'est compliqué, c'est source d'une certaine angoisse, évidemment, c'est difficile, et les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans ce parcours. Alors, bien sûr, dans ce parcours, justement, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. On ne peut pas réussir à construire sa place dans la société, d'abord si on n'a pas une bonne estime de soi, je vaux quelque chose, je peux faire quelque chose, si on n'a pas confiance dans ses capacités. Or, la France a un peu un problème avec ça, j'y reviendrai dans la suite, c'est qu'on a un système scolaire finalement très élitiste, très fortement fondé sur le classement social, sur la sélection des meilleurs, et ce modèle malheureusement génère de la peur chez beaucoup de jeunes, la peur d'être éliminé, et génère chez beaucoup de jeunes justement la perte de l'estime de soi, parce que malheureusement ce système scolaire conduit à l'échec une partie relativement importante des jeunes, et qui donc perdent l'estime d'eux-mêmes lorsque la première institution de la République à laquelle ils ont affaire leur dit en gros tu ne vaux rien. Donc ça c'est assez terrible, et donc ces jeunes qui sont en échec, ces décrocheurs scolaires, évidemment, encore plus que les autres, ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés sur la durée. C'est le cas dans les familles des classes moyennes ou supérieures, c'est évidemment beaucoup moins le cas dans les classes les moins favorisées. Bon, je passe sur le modèle familial parce que je crois qu'on n'a pas le temps, ce serait trop long. Pourquoi? Oui, alors ça c'est une question évidemment importante également. C'est frappant, si vous voulez, lorsqu'on regarde un certain nombre d'enquêtes, on voit quelque chose d'intriguant. C'est que les jeunes n'ont pas du tout confiance dans l'avenir de la société. Alors là, ils sont hyper pessimistes. Et par contre, ils sont assez confiants dans leur avenir personnel. Voilà. Alors pourquoi ce contraste? Je crois qu'il y a, si vous voulez, une crise de confiance aujourd'hui dans les élites à la fois politiques et économiques. Les jeunes, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, un peu l'ensemble de la société a perdu confiance dans la parole et l'action des politiques, et n'a pas non plus une grande confiance dans la capacité des entreprises, pour ce qui concerne les jeunes en tous les cas, à bien les accueillir dans le système économique. Et donc, du coup, beaucoup de jeunes entrent dans une mentalité. Alors, ce qui fait d'ailleurs que les jeunes ont une grande défiance à l'égard des réformes, en général. On se souvient que ces 20 dernières années, par exemple, les jeunes lycéens ou étudiants
ont rejeté à peu près systématiquement toutes les réformes du système éducatif qu'on leur proposait. Même les bonnes, et il y en avait certaines qui étaient bonnes. Voilà, parce qu'on n'a pas confiance, on a toujours peur de se faire avoir et d'y laisser des plumes. Et donc, au fond, se met en place, et ça c'est un peu, je veux dire, inquiétant pour la cohésion de la société, se met en place un peu, au moins chez une partie des jeunes, une mentalité un peu de débrouille individuelle. Voilà. On va s'en sortir par ses propres moyens, par ses réseaux personnels, par ses réseaux familiaux. Vous avez vu qu'il y avait une enquête Ipsos, là je mets le résultat au bas de la diapo. On demandait aux jeunes ce qui était le plus important pour réussir sa vie professionnelle. Et ce qu'ils disent en premier, c'est avoir des relations. Avant même le diplôme ou le goût du travail, avoir des relations, c'est ce qui est considéré comme le plus important. Bon, je passe là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Alors, le rôle des parents, ça c'est important, évidemment, je l'ai déjà dit. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, je crois, c'est que ce rôle des parents change assez fortement. On est passé, je dirais, d'un modèle de socialisation verticale où les parents étaient des transmetteurs de valeurs et de normes, et aussi de modèles professionnels en même temps, à un modèle de socialisation qui est beaucoup plus horizontal et qui passe notamment par le groupe des pairs, PAIRS. Donc on passe, je force un peu le trait évidemment, mais là on passe d'une socialisation par les pairs, PE accent grave, RES, à une socialisation par les pairs, PAI-RS. Le rôle des parents n'a pas disparu pour autant. Bon, bien sûr, ils gardent quand même un rôle dans la transmission des valeurs, je ne veux pas non plus exagérer ou caricaturer, mais en tous les cas, ils ont un nouveau rôle qui est un rôle d'accompagnateur. Voilà. Donc les parents sont moins des transmetteurs aujourd'hui et plus des accompagnateurs tout au long de ce processus de transition. Alors, ce rôle-là, il passe évidemment par un soutien affectif, par la mise en jeu du capital relationnel des familles. Hein. Trouver un stage, on sait comment ça se passe aujourd'hui pour trouver un stage, par exemple. Hein. Voilà. C'est le réseau des parents qui, le plus souvent, le permet. Et ceux qui n'ont pas ce réseau, d'ailleurs, sont bien démunis pour trouver ces fameux stages. Alors, ça passe aussi par des aides matérielles. Alors là, vous avez un exemple sur les étudiants. On a fait une étude à l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, assez poussée sur les revenus des étudiants. Et vous voyez que la moitié, dans le budget des étudiants, la moitié de leurs ressources, là on a pu, si vous voulez, on a pu prendre en compte de façon assez fine et assez précise l'aide des parents, à la fois sous forme de transfert monétaire direct, mais aussi sous la forme de transfert monétaire indirect, par exemple le fait que des parents payent le loyer de leurs enfants à leur place ou payent leur abonnement au téléphone portable, des choses de cette nature. Bien, si on prend l'ensemble, si on prend en compte l'ensemble de ces transferts, on voit que la moitié du budget des étudiants provient de l'aide des parents. Donc vous voyez qu'ils jouent un rôle important. Alors évidemment, cette aide elle est plus importante dans les milieux de cadres très très aisés, où là c'est 68% des revenus des étudiants qui proviennent de la famille, que chez les étudiants d'origine ouvrière, 35%. Enfin, ça reste quand même assez, assez important. Donc voilà, l'importance de l'aide familiale. Un autre phénomène aussi très intéressant, c'est le rapprochement des valeurs. Au fond, si vous voulez, dans les années 60, on avait un conflit de génération assez fort qui a donné lieu au mouvement bien connu à la fin des années 60, notamment sur les valeurs de la vie quotidienne, les normes sexuelles, etc. Et on a eu, depuis les années 70-80, un rapprochement assez extraordinaire des valeurs entre générations. Alors ce graphique l'illustre. Je l'explique en quelques mots. On a fait avec mes collègues, il y a des grandes enquêtes sur les valeurs, qui portent sur des questionnaires avec des questions, tout un ensemble de questions. Et donc on a fait un traitement statistique de l'ensemble de ces résultats
en construisant un peu des indicateurs synthétiques, si vous voulez, qui permettent de synthétiser l'ensemble de l'information. Et lorsqu'on fait ça, on voit que finalement, il y a une première grande opposition entre les valeurs des Français, entre des valeurs qu'on pourrait appeler traditionnelles, c'est-à-dire, au fond, les valeurs, toutes les valeurs qui viennent du passé, tout ce qui valorise la stabilité des cadres sociaux, et notamment des rôles de chacun des sexes. Voilà. Bon. Des valeurs traditionnelles, et d'un autre côté, des valeurs d'autonomie. Nous, ce qu'on appelle dans notre jargon des valeurs d'individualisation. C'est-à-dire l'idée que, dans sa vie privée, chacun doit être libre d'orienter sa vie privée et de choisir ses valeurs en toute liberté. Ce qui est évidemment tout à fait nouveau par rapport à la société française d'avant-guerre, où on avait des normes, et notamment des normes religieuses intangibles, qui indiquaient à chacun comment il devait orienter sa vie privée. Ça, c'est fini. D'ailleurs, la France est un des pays les plus sécularisés d'Europe. La religion n'exerce plus beaucoup d'influence, notamment chez les jeunes. Et là, ce graphique vous montre quel est le poids, en gros, des valeurs traditionnelles par classe d'âge, de 1980 à 1990. Et vous voyez que dans chacune des classes d'âge, on a un rapprochement assez extraordinaire. Ces valeurs traditionnelles, elles déclinent, elles n'ont pas totalement disparu, puisque d'ailleurs la première opposition qu'on voit lorsqu'on étudie ces valeurs, c'est précisément cette opposition entre valeurs traditionnelles et valeurs d'autonomie. D'ailleurs, on a bien vu dans le débat sur le mariage pour tous, etc., qu'il y avait encore une partie de la société française qui restait attachée à ces valeurs traditionnelles. Donc elles n'ont pas totalement disparu, mais évidemment elles déclinent, et on a une convergence des valeurs entre générations, c'est-à-dire que vous voyez que l'écart, en 1980, vous voyez que l'écart sur ces valeurs entre les générations était très important, et plus on a avancé dans le temps, plus ces valeurs des valeurs des différentes classes d'âge se sont rapprochées, surtout du fait d'ailleurs de la baisse des valeurs traditionnelles chez les adultes, voire chez une partie des personnes âgées. Les jeunes, eux, c'est assez étonnant, vous voyez que chez les jeunes, il y a eu plutôt une certaine remontée des valeurs traditionnelles, même si évidemment les jeunes restent beaucoup plus bas que les adultes sur ces valeurs, une certaine remontée parce que, au fond, si vous voulez, dans les années 60, il y avait un rejet assez radical de tout ce qui était valeurs traditionnelles, normes d'autorité, rejet des institutions, etc. Et donc on est revenu un peu à l'étiage. Il y a eu un peu un retour de balancier, et notamment toute l'idéologie anti-institutionnelle et anti-autoritaire qui existait chez les jeunes des années 60, ça a à peu près disparu. Alors les jeunes restent attachés aux valeurs de liberté et d'autonomie dans la vie personnelle, mais disons le rejet des institutions, le rejet de l'autorité, ça, c'est plus tout à fait ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit par exemple que les jeunes aujourd'hui, on voit la remontée de certaines valeurs traditionnelles chez les jeunes. Par exemple, la fidélité dans le couple, voilà, c'est une valeur qui remonte fortement chez les jeunes. Même la valeur d'autorité remonte. Alors, c'est plus tout à fait la même autorité que celle de nos grands-parents, un peu plus du tout, mais les jeunes sont attachés à ce qu'il y ait une certaine régulation de la vie sociale et de la vie publique. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'on a cette convergence des valeurs qui est évidemment tout à fait frappante. Bon, alors, question qu'on se pose souvent, les jeunes sont-ils une génération sacrifiée? Je crois que c'est une idée qui court dans le débat public. Moi, je pense que c'est une expression trop vague et trop générale. D'abord, si vous voulez, ce qui est frappant de voir, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution des emplois sur le moyen terme, eh bien, on voit que contrairement à ce que pensent sans doute beaucoup de Français, cette évolution de la structure des emplois est plutôt favorable aux jeunes diplômés. Voilà ce que ça donne. C'est des statistiques de l'INSEE qui vous montrent l'évolution des différentes catégories professionnelles, socio-professionnelles depuis les années 30. Alors, vous voyez que des années 30 aux années 60, au milieu des années 70, les ouvriers étaient complètement dominants dans la population active.
mais que depuis 1970, on a un déclin de cette part des ouvriers dans la population active, déclin qui ne s'est pas démenti. Évidemment, on a aussi une décroissance très forte des agriculteurs, ça c'est bien connu, une décroissance aussi un petit peu des artisans commerçants, et une croissance de toutes les catégories de col blanc, cadre supérieur, cadre moyen, employés. Donc, si vous voulez, ça c'est la tendance à la tertiarisation de la société française. Et c'est une tendance, si vous voulez, qui est commune à l'ensemble des pays développés. D'ailleurs, je fais une petite incise, lorsqu'on parle de la désindustrialisation comme d'un des symptômes du déclin de la France, c'est peut-être un peu excessif de le présenter comme ça, parce que cette tertiarisation de l'économie, au fond, c'est une tendance structurelle de toutes les économies développées, y compris des États-Unis. Et aujourd'hui, les activités de services et de commerce représentent 70 à 80% des emplois dans les sociétés modernes. Voilà, vous savez, on est passé de l'agriculture à l'industrie.